matin avec Marie Toussaint, qui est députée européenne et tête de liste écologiste aux élections européennes du 9 juin. Marie Toussaint, bonjour. Bonjour. D'abord, avant de parler des agriculteurs, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au Louvre, la Joconde aspergée de soupe au potiron, hein, je précise, par deux militantes écologistes. Est-ce qu'elle déteste le sourire de la Joconde ou quoi? Que se passe-t-il? Je crois pas qu'elles détestent le sourire de la Joconde. Non, parce que j'ai peur. Je pense qu'elles essayent, alors en jetant de la soupe au potiron sur la vitre qui protège le tableau de la Joconde, parce qu'il faut quand même préciser que la Joconde n'a pas souffert. Exactement. Eh bien, elles essayent d'attirer l'attention sur le sujet à la fois du climat et de notre modèle alimentaire. Je crois que ce type d'action veut dire, et ce qui transparaît de ce type d'action, c'est l'incapacité du gouvernement à écouter sa population. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec les retraites, on le voit aujourd'hui avec le mouvement des agriculteurs et des agricultrices. On a un gouvernement qui semble sourd aux revendications, qui ferme la porte à toute capacité de dialogue démocratique dans les temps impartis, qui attend finalement qu'on soit au pied du mur de la colère et du désespoir pour réagir. Bon, je vais revenir sur l'agriculture et sur effectivement les réactions du gouvernement, les propositions. Mais est-ce qu'une telle... J'en termine avec cette histoire du Louvre. Est-ce qu'une telle manifestation sert la cause écologiste, franchement? Est-ce du fanatisme borné? Est-ce tout simplement intelligent? Je vous pose la question parce que ça renvoie une image catastrophique. Je vous le dis, moi, j'aurais pas fait ça, mais je les condamne pas. Et c'est ce que je pointe, c'est que le gouvernement... Je vous demande pas de les condamner, mais vous ne l'auriez pas fait. Je ne l'aurais pas fait, mais je ne les condamne pas. Pourquoi au contraire, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Mais je pense que les jeunes, aujourd'hui, qui se mobilisent avec des actions de désobéissance civile non violentes et sans aucune conséquence sur le monde de la culture ou sur la Joconde, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on a un gouvernement qui méprise la question climatique. Vous l'avez dit, mais pourquoi ne l'auriez-vous pas fait? Écoutez, aujourd'hui, on a des mobilisations sur le terrain des agriculteurs, des agricultrices. On a différentes manières d'agir. Voilà, moi, je suis juriste, vous savez, donc mon mode d'action, c'est plutôt le droit, que ce soit à travers des actions en justice ou en écrivant la loi. Donc voilà. Mais vraiment, je comprends, et il faut comprendre et il faut entendre les raisons pour lesquelles un nombre croissant de citoyennes et citoyens, en particulier chez les jeunes, essayent d'attirer l'attention sur la question environnementale et agricole. Et je crois que si on ne comprend pas, si on ne voit pas... Vous ajoutez souvent le mot agricole maintenant. Avant, c'était la question environnementale. Mais parce que c'est la revendication de ces militantes. Alors justement, on va en parler. Des barrages levés, d'autres maintenus, la volonté de certains agriculteurs de bloquer Rungis, de perturber la circulation dans Paris, de bloquer les aéroports parisiens. Est-ce que vous les encourager? Le désespoir et la colère des agriculteurs et des agricultrices doit être entendu. Et donc, les mobilisations doivent être permises. Est-ce que vous les encouragez? Je n'encourage aucune, il faut me laisser finir, aucune action qui relève de la violence. Voilà, c'est tout. Nous, les écologistes, nous sommes des non-violents. Par principe, et donc la désobéissance civile, les manifestations, les actions choc, façon happening, oui, et tout ce qui touche au bien, aux personnes, non. Non violent? Non violent. Bien sûr. Les écologistes sont non violents. Bien sûr. Les écologistes n'ont jamais été violents dans l'histoire récente, dans les manifestations. Nous, les écologistes, chez Europe Écologie Les Verts, nous sommes non violents. Voilà. Et je vais vous dire, il y a beaucoup d'actions des écologistes qui sont stigmatisées comme étant violentes, alors qu'elles ne le sont pas. Et je me souviens, la dernière fois que je suis venue dans votre radio, vous m'avez posé une question sur un fait qui était faux. Voilà. Ah bon, et donc, il y a aussi beaucoup d'attaques qui sont illégitimes et fausses concernant les écologistes. Vous vous souvenez pas? Si, je me souviens, c'était sur la séquestration d'un salarié qui ne s'est pas avéré juste. Bien. Écologistes et agriculteurs, même combat? Est-ce que c'est un combat partagé? C'est un combat que nous partageons. Nous nous battons pour un modèle agricole qui garantisse aux paysans de vivre dignement de leur travail. Un modèle qui garantisse aux paysans de pouvoir prendre soin de leurs terres, de leurs sols, de leurs bêtes. Un modèle qui refuse de mettre en concurrence les paysans d'ici et les paysans de hors de nos frontières, et y compris de mettre en concurrence les paysans à l'intérieur même de l'Union européenne. Donc nous menons ce combat contre le libre-échange, nous menons ce combat contre la financiarisation tant des exploitations agricoles d'ailleurs que l'accaparement des profits par l'agro-industrie et l'ensemble des intermédiaires. Nous nous battons pour un modèle agricole qui soit juste.
Alors, nous allons entrer dans le détail, justement, des propositions du gouvernement, mais aussi des revendications des agriculteurs. Nous allons voir si vous les partagez. Moi, je me souviens tout de même de mobilisations fortes d'écologistes. Par exemple, les soulèvements de la terre et autres activistes qui ont saccagé des terres, qui ont détruit des bâtiments agricoles, qui ont fait pleurer des agriculteurs. Vous vous souvenez des serres, des maraîchers nantais, vous vous souvenez de tout cela? Ça existe. Oui, Marie-Toussaint, ça existe. Alors, je me souviens de tout ça, oui. Et je constate ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train de stigmatiser c'est pas stigmatiser. Les serres des maraîchers nantais, c'est pas de la stigmatisation. Mais aujourd'hui, les écologistes dont vous parlez, bien sûr, aujourd'hui, les écologistes dont vous parlez soutiennent le mouvement des agriculteurs et des agricultrices, comme d'ailleurs une large part des sympathisantes et des sympathisants de l'écologie. Alors, faut-il manger moins de viande ? Oui, il faut manger moins de viande, le Haut Conseil pour le climat l'a dit. Mais Monsieur Bourdin, vous voyez bien, avec la manière dont vous posez vos questions, que vous aussi, vous tombez dans le piège de l'opposition entre les écologistes et les agriculteurs. Mais c'est pas que je tombe dans le piège, Marie-Toussaint. C'est que je veux du concret sur des questions concrètes. Je vous demande si vous voulez manger moins de viande. Si vous nous dites, il faut manger moins de viande. Par exemple, dans les cantines scolaires, moins de viande, même parfois plus de viande du tout. Écoutez, le défi de notre siècle, oui il faut manger moins de viande. Le défi de notre siècle, Monsieur Bourdin, non, ça ne veut pas dire ça justement. Mais il faut me laisser dérouler. Alors, le défi de notre siècle, c'est la question climatique. Et les premiers impactés par la question climatique, les premiers malades des pesticides, ce sont les agriculteurs et les agricultrices. D'accord ? Et donc, quand ils sont confrontés à plus de 20 degrés, comme il fait aujourd'hui en ce moment dans le sud de la France, que demain, il peut y avoir une gelée qui va venir détruire leurs exploitations. Quand ils sont confrontés à la disparition de l'eau qui leur sert pour leurs exploitations agricoles, ils ont besoin d'eau, et bien sûr qu'ils ont besoin d'eau. Ils sont en première ligne. Et donc, on doit opérer cette transition. C'est un impératif. La question, c'est du coup, comment est-ce qu'on s'y prend ? Et donc, pour avancer, il faut absolument que les agriculteurs aient une visibilité sur leurs revenus et des revenus suffisants pour vivre de leur travail. D'où le fait que je vous parle du libre-échange, des marges de l'agro-industrie. Je vous parlais de la viande, là. Vous dites qu'il faut manger moins de viande. Oui, mais laissez-moi dérouler. Laissez-moi dérouler. Mais vous déroulez. Et donc, on a besoin d'une PAC. Non, je vais vous répondre, Monsieur Bourdin. Répondez-moi tout de suite. On a besoin d'une PAC qui soit juste et qui permette la transition. Maintenant, sur la question de la viande, vous vous rendez compte que on va signer un accord de libre-échange avec le Mercosur qui va faire bondir nos importations de viande. Dit le gouvernement français. J'y reviendrai. Qui va faire bondir nos exportations de viande de 20 à près de 50%. Et donc, cette viande, elle est importée aujourd'hui. On a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande. Là, vous pouvez pas me dire que le gouvernement a dit non, qui vise à importer des moutons et des brebis de l'autre côté de la planète. Il n'y a pas plus loin que la Nouvelle-Zélande pour les importations. Et donc, on met en permanence en concurrence nos éleveurs, nos agriculteurs, mais aussi nos éleveurs, avec de la viande qui est produite à l'autre bout du monde, dans des conditions, notamment en Amérique latine, qui sont bien pires que celles que l'on connaît sur notre territoire. Et donc je dis, à la fois, il faut manger moins de viande, sinon nous ne serons pas en capacité de sauver le climat. Par ailleurs, c'est meilleur pour la santé de manger moins de viande. Mais à la fois, si on rémunère correctement les éleveurs sur le territoire européen, eh bien, ils peuvent en sortir gagnants. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer de modèle, Monsieur Bourdin. Bien, la détaxation du GNR. Vous êtes favorable ou pas ? Je n'y suis pas nécessairement favorable. Moi, pas nécessairement ou pas ? Non, parce que vous êtes toujours dans une ambiguïté. Oui ou non ? Est-ce que vous êtes favorable ou soutenez la détaxation du GNR ? Oui ou non ? Vous êtes aux côtés des agriculteurs, je vous pose la question. Ce que je souhaite pour les agriculteurs, c'est qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Non, mais vous ne me répondez pas. Toute la question écologiste, Monsieur Bourdin, elle relève de est-ce qu'on oppose écologie et justice sociale ou est-ce qu'on avance ensemble ? Oui ou non ? Faut-il détaxer le GNR ? Il y a une responsabilité du gouvernement et de la Commission européenne d'avoir opposé justice sociale et transition écologique. Nous, les écologistes, nous tenons bon sur les deux. Oui et ou donc, non, la question... Oui ou non, faut-il détaxer le GNR ? Je serais têtu, Marie-Toussaint. Vous me connaissez, je suis têtu. Oui, mais si vous prenez les choses par le petit bout de la lorgnette, on ne peut pas s'en sortir. Mais parce que ce sont les revendications des agriculteurs, vous êtes aux côtés des agriculteurs. Vous avez bien vu que l'annonce de M. Attal n'a pas arrêté le mouvement et même qu'il continue à grandir. Mais je vous pose la question, oui ou non ? Ce sont des revenus justes et dignes pour les agriculteurs. Oui ou non ? Et donc, est-ce qu'il faut défiscaliser quelque temps ? Pourquoi pas ? Mais
si on avance vers des revenus garantis. Or, c'est la grande absence du gouvernement de M. Attal. Et j'aimerais dire quelque chose sur le GNR, M. Bourdin. J'aimerais dire quelque chose sur le GNR. Allez-y. Le GNR comprend aujourd'hui une part de biocarburants. Pourquoi ? Parce que le dirigeant de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est à la tête du groupe Avril, qui est un grand groupe de l'agrobusiness, des biocarburants, qui prend des terres plutôt que pour le faire pour l'alimentaire, pour les biocarburants, eh bien parce que M. Rousseau a su défendre ses propres intérêts, ceux de son groupe, ceux de ses bénéfices, pour introduire des biocarburants dans les GNR. Et donc quand on défiscalise le GNR, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien en réalité, on dit qu'on peut en acheter toujours plus. Qui en bénéficie ? M. Rousseau. Et en fait, à chaque fois qu'on regarde, que ce soit sur la fiscalité, sur la transmission des exploitations, que ce soit sur le GNR, que ce soit sur les négociations sur la PAC, la réalité, c'est qu'on a à la tête de la FNSEA, et je ne parle pas des ailes locales qui peuvent être bien différentes, mais on a à la tête de la FNSEA un homme qui prétend défendre les paysannes et les paysans de ce pays et qui en réalité défend toujours les plus gros. Bon. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que le gouvernement ne répond en permanence que à ceux qui sont tout en haut de l'échelle sociale. Marie Toussaint, vous défendez les agriculteurs. On est bien d'accord, c'est ce que vous dites. Exactement. Bien. Il faut rétablir donc les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Non, on doit trouver... Ah ben non, vous défendez les agriculteurs. Bon, déjà on doit trouver... Monsieur Bourdin, laissez-moi expliquer. L'Ukraine doit être soutenue dans son effort de guerre. Oui, on doit trouver une capacité de soutenir l'Ukraine en achetant ses céréales, tout en protégeant les paysannes et les paysans d'Europe. Et donc pour cela, on a plein de dispositifs qui sont possibles. Et je vous dis, si les écologistes étaient décisionnaires, vous le savez qu'on n'est pas majoritaire, ni en France ni en Europe, aujourd'hui, et on se bat pour le devenir. Si les écologistes étaient majoritaires, on aurait peut-être trouvé un moyen d'acheter les céréales ukrainiennes et de pouvoir, avec ces céréales, subvenir aux besoins d'une grande partie, par exemple de l'Afrique, qui souffre éminemment de la famine. Donc, cette concurrence généralisée avec des pays où on produit avec moins de normes sociales, environnementales et sanitaires, elle est néfaste. Il faut qu'on trouve d'autres moyens que la suppression des droits de douane, ça j'en conviens. Bien, c'est bien. Marie Toussaint, je regarde les propositions de Gabriel Attal. Vous soutenez les agriculteurs. On va voir si vous êtes en accord avec ces propositions. Simplification des curages des cours d'eau. Délai de recours contre les projets agricoles qui passent de 4 à 2 mois, donc on simplifie. Réduction des délais de contentieux des projets relatifs à la gestion de l'eau. Simplification des normes sur les bâtiments agricoles. Fin de certaines incohérences. On débroussaille ou pas ? C'est vrai que parfois, débroussailler n'est peut-être pas la bonne solution. Les de 14 réglementations passent à une seule. Un seul contrôle administratif par an par installation agricole. Zone humide et les textes européens mis en œuvre. Fin des surtranspositions. Alors, pas de surtransposition sur les élevages. Et puis, j'ai une question toute simple. Faut-il permettre aux agriculteurs français d'utiliser les produits phytosanitaires que d'autres agriculteurs, et notamment les agriculteurs d'autres pays européens, utilisent ? Non, parce qu'il faut diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc vous dites non. De la même manière qu'il faut diminuer les engrais chimiques. La concurrence entre pays d'Europe. J'ai aussi dit tout à l'heure qu'il fallait lutter contre la concurrence entre les pays européens. C'est pour ça que je suis députée européenne, vous le savez. C'est pour ça que je me bats pour que le 9 juin 2024, le plus grand nombre possible de députés écologistes aillent au Parlement européen. C'est pour ça que Benoît Biteau, par exemple, qui est un paysan de Charente, se bat pour que nous rehaussions les normes au niveau de l'Union européenne, parce que oui, il faut en finir avec la concurrence au sein de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a une concurrence même européenne. Dans certains pays européens, on utilise des produits phytosanitaires qui sont interdits en France. Vous le savez bien. Alors que faire ? Que fait-on ? Continuer à les interdire en France ? Je vous l'ai dit, Monsieur Bourdin. Il n'y a pas d'autre solution ? L'enjeu, il faut changer de modèle. Bon. C'est impératif si nous voulons faire face aux défis climatiques, aux défis de la biodiversité et éviter aux agriculteurs et aux agricultrices de tomber malades de l'utilisation de leurs produits. Mais pour ce faire, il faut changer de modèle. Il faut que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Est-ce qu'il faut faciliter l'accès à l'eau pour les agriculteurs ?
Vous voyez bien que la question écologique, celle de l'accès aux ressources, c'est la question qui structure l'ensemble des rapports de force politiques. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais c'est la question de savoir, est-ce que, quand il y a moins d'eau, les agriculteurs peuvent utiliser l'eau sur leurs exploitations, et quand de l'autre côté, moi j'entends ce qu'ils nous disent, mais de l'autre côté, on a les touristes qui peuvent prendre 3 douches par jour, ou 4 ou 5 au camping. Et donc cette question-là, c'est une question centrale. Et il faudrait que ce soit cette question-là qui soit en permanence en discussion dans le débat public. Évidemment qu'on va devoir prendre des choix face au dérèglement climatique qui seront des choix difficiles. Et quel est le des choix à prendre? Quel est le choix de répartition, de distribution? Quel est le choix par rapport à quoi? Moi, vous savez, ce que je souhaite... On permet aux agriculteurs d'utiliser l'eau plus? Je trouve normal que les agriculteurs et les agricultrices souhaitent utiliser de l'eau sur leur territoire. Après, tout dépend... Mais l'agriculture est prioritaire. L'accès à l'eau douce pour la consommation est aussi absolument essentiel. D'accord ? Donc, bon, les questions, elles se posent pas si aisément que ça. Et moi, ce que je veux dire aux agriculteurs et aux agricultrices, c'est nous nous battons pour qu'effectivement vous puissiez avoir accès à l'eau sur le long terme. Et je sais qu'un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices sont sur cette position. Et ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire, dans la réalité, lutter contre l'accaparement de l'eau par quelques-uns. Ça veut dire lutter contre le gaspillage. Et c'est un combat que nous partageons avec bon nombre de paysannes et de paysans dans ce pays. Je vous parlais de débroussaillage parce que ça m'a marqué. On débroussaille ou pas ? Les règles sur le débroussaillage, sur les curages des cours d'eau, sur les haies, écoutez, vous voyez bien qu'elles n'ont pas éteint le mouvement. Ce ne sont pas les revendications premières des agriculteurs et des agricultrices. Enfin, ce sont des ennuis quotidiens pour les agriculteurs et les agricultrices. Alors, pas nécessairement, puisque ça leur permet aussi de lutter contre les inondations, de garantir le fait que leurs terres soient en bonne santé. Et je sais que les agriculteurs et les agricultrices sont les premiers amoureux et amoureuses de leurs terres. D'accord ? Donc, il faut des règles. Après, évidemment, on a un côté administratif qui fait que ces règles ne sont pas nécessairement posées au bon endroit. Par exemple, on donne des dates dans lesquelles il faut tailler les haies ou faire des semis qui ne correspondent pas nécessairement à... 14 réglementations pour les... c'est peut-être un peu beaucoup. Après, descendre à une, c'est peut-être pas assez. Hein. Bon. Donc, voilà. Les agents de l'OFB ce que je voulais dire, sous l'autorité du laissez-moi préfet. finir, on parle de l'OFB dans une seconde. Ce que je voulais dire, c'est que quand les décisions sur ces dates, sur ces règles, etc., sont prises à Bruxelles ou même au niveau national et pas au plus proche du terrain, dans les régions, voire même dans les départements, eh bien, on a un décalage entre ce qui est demandé aux agriculteurs et aux agricultrices et les réalités de la nature. Et vous savez, gouverner, c'est prévoir. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où, du fait du dérèglement climatique, justement, nous entrons dans ce nouveau régime climatique dans lequel plus rien ne sera prévisible. Les inondations, les sécheresses, les méga-feux, tout ça survient du jour au lendemain et il faut donner la capacité aux agriculteurs, aux agricultrices de pouvoir en permanence s'y adapter. Mais vous savez, quand on regarde du côté des assurances, eh bien, les assurances aujourd'hui nous disent nous ne savons pas garantir et assurer le dérèglement climatique. Donc on voit bien, et ça insiste sur le point que nous devons absolument changer de modèle. Un mot sur les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui passe sous l'autorité du préfet. Logique ? Écoutez, moi je veux dire mon soutien tant aux agriculteurs qu'aux agents de l'OFB, dont je sais à quel point ils tiennent à leur travail et ils le font avec un sens des responsabilités, de l'éthique, une préoccupation pour la nature qui est importante. C'est la première chose. La deuxième chose, je vous disais tout à l'heure, certains essayent d'opposer agriculteurs et écologistes. Et donc je dis, ne tombons pas dans ce piège. La réalité, c'est qu'on doit sur le terrain retrouver la confiance et une discussion sereine. Il y a effectivement des tensions sur le territoire aujourd'hui. Le fait de dire on passe la responsabilité de l'OFB sous la casquette du préfet, qui est déjà en grande partie responsable de l'OFB. Hein. Donc ça veut dire quoi, par ailleurs? Les annonces de Gabriel Attal, elles ont été d'un flou incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le judiciaire qui passe sous la responsabilité du préfet. On ne sait pas bien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a sur le terrain des hommes et des femmes qui font leur travail et qui doivent être soutenus. Et on doit retrouver le chemin du dialogue. Et je reviens à ce que je disais au début de cette émission, Monsieur Bourdin, le dialogue, ce n'est pas la meilleure qualité de ce gouvernement, qui est au contraire... Même si Gabriel Attal a dialogué sur le terrain. Alors, tout ça. Il est allé au pied de la Meule. Il a dialogué 2 fois sur le terrain, vendredi et dimanche matin. Il est allé au pied de la Meule. C'est pas pour autant que les propositions qu'il a faites ont démontré un sens du dialogue. Et vous savez, Monsieur Bourdin, j'ai l'impression que vous nous dites que nous, les écologistes, on est là pour emmerder le monde. Non, nous ne sommes pas là pour emmerder le monde. Nous ne sommes pas là pour emmerder le monde. Nous sommes là pour le sauver. Avec les agriculteurs. Vous savez bien que ce sont les agriculteurs qui le pensent. C'est pas moi.
Je vous le dis, nous ne sommes pas là pour emmerder le monde, mais pour le sauver. Les agriculteurs et les agricultrices aussi. Ils ont envie de sauver leur outil de travail, ils ont besoin de considération et de reconnaissance. Et les écologistes ont toujours fait preuve de cette reconnaissance et considération. Regardons l'actualité, Marie-Toussaint, il y a aussi une manifestation des taxis. Vous soutenez les taxis ? Alors, je n'ai pas vu la manifestation des taxis, je ne connais pas leurs revendications. Bon, il est difficile du coup de vous répondre. Bon, les européennes, arrêtez vos conneries. C'est pas moi qui le dis, pardon, hein, Marie-Toussaint, je vous dis pas ça. C'est José Bové qui dit ça. Arrêtez vos conneries, il faut une liste unique aux européennes. Pas question ? Vous voyez bien que la question écolo est la question qui cristallise l'ensemble des débats politiques. Moi, je suis écologiste. Les écologistes au Parlement européen se sont battus contre la PAC, qui est injuste, contre les accords de libre-échange. La PAC ? Oui, elle est injuste. La PAC est injuste. La répartition tout à fait. des aides est injuste. La répartition des aides est injuste. Mais la PAC, il faut la garder. La PAC, il faut la garder. C'est une évidence. Non, parce que on a besoin de plus d'Europe. Supprimer la PAC. On a besoin de plus d'Europe, Monsieur Bourdin. Et oui, j'entends l'extrême droite qui se saisit du mouvement des agriculteurs pour relancer la guerre à l'Europe. Nous voulons une Europe forte, une Europe juste, une Europe qui fasse face aux défis climatiques et aux défis de la justice sociale. Nous nous battons pour cela. Donc nous nous sommes battus contre cette PAC qui est injuste et qui ne permet pas d'avancer dans la protection de nos écosystèmes, ni de garantir la sécurité alimentaire. Nous nous sommes battus contre les accords de libre-échange. Et je réponds à José Bové qu'il a, par le passé, mené des combats importants pour l'écologie, que ces combats, ce sont les écologistes qui les mènent. Et je veux vous dire, Monsieur Bourdin, vous savez, quand tout va bien, tout le monde est écologiste. On entend d'un bout à l'autre de l'échiquier politique un amour pour l'écologie, et puis ce terme qui est employé partout. Dès que ça va mal, la réalité, c'est que c'est l'écologie qui tombe du bateau. Aujourd'hui, au moment auquel nous nous parlons, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène française, seuls les écologistes défendent l'écologie. Et on le voit à chaque fois que les choses deviennent difficiles, à chaque crise sociale, sanitaire, économique ou démocratique, c'est toujours l'écologie qui tombe du bateau. Moi, ma responsabilité, encore une fois, donc, face aux droites et aux extrêmes droites qui portent atteinte en permanence à l'écologie, eh bien, c'est de défendre l'écologie. Donc, liste unique, vous dites non ? Vous dites non, on est bien d'accord. Je dis qu'il y aura une liste écologiste aux élections européennes. Manifestation en Israël, des milliers d'Israéliens, dont plusieurs ministres, qui réclament des colonies, la colonisation de Gaza. On chasse les Palestiniens et on s'installe. Voilà ce que nous avons entendu hier. Alors, c'est un projet génocidaire, à vos yeux ? Écoutez, la qualification de génocide, ce sera la justice internationale qui en décidera. Elle semble penser que cette qualification, en tout cas, n'est pas à écarter tout de suite, mais on laissera la justice internationale se prononcer. Ce que vous venez de souligner, les propos des ministres israéliens d'un gouvernement d'extrême droite, je tiens à le pointer, ce ne sont pas tous les Israéliens qui sont sur cette position-là. Eh bien, cette idée-là est folle. L'idée qu'on doive coloniser Gaza est une idée folle. Ce sont en réalité des fauteurs de guerre. Et je veux souligner qu'en Israël, il y a aussi des gens, et je pense notamment à Yair Golan, qui est l'ancien numéro 2 de Tsahal, qui œuvrent au contraire vers la solidarité, vers la paix, qui continuent à défendre cette idée que nous devons absolument défendre d'une solution à 2 États. Voilà, avec des frontières respectées. Il n'y aura pas de sécurité sans justice, Monsieur Bourdin. Merci beaucoup. Merci.